la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. On va reparler de ce dossier qui ne cesse de donner une saga inépuisable, mais cette fois-ci avec des révélations qui ne viennent pas de nos collègues du bureau d'enquête, Félix Séguin. C'est la vérificatrice générale qui vient corroborer pas mal de choses sur l'OCPM. Oui, et on peut facilement penser, on nous l'avait dit même, que si les reportages du bureau d'enquête n'avaient pas été publiés à l'automne dernier sur l'Office de consultation publique de Montréal, la vérificatrice générale n'aurait jamais su et ne serait jamais intéressée un peu plus à l'avant à ce qui se passait dans les finances de cet organisme supposé être indépendant de la Ville de Montréal, tellement indépendant qu'on n'a jamais surveillé ses dépenses, Alexandre. Alors, que contient le rapport de la vérificatrice générale de la métropole? Bien, évidemment, ça contient beaucoup de constats sur plusieurs services de la Ville, mais surtout sur l'OCPM. Et là, c'est très clair. Contrôle financier insuffisant, justification partielle des dépenses, absence de vision, cadre de gouvernance incomplet. C'est ce que note André Cossette dans son rapport annuel de 2023, puis on y consacre une section entière à l'OCPM. Écoute, j'y vais de citation en citation parce que je peux pas faire autrement que de souligner exactement les constats qui ont été dressés par les experts dans le reportage qui a été diffusé par JE et par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. L'OCPM n'a pas démontré avoir appliqué de contrôle rigoureux, peut-on y lire, de ses dépenses pour en assurer un usage économique et efficient de fonds publics depuis 2014. Ça fait 10 ans. C'est beaucoup. Je ne sais pas si tu en conviens. Ben c'est complètement énorme. Puis en plus, c'est non seulement ça remonte jusqu'à 2014, mais en plus, moi, ce qui m'a fasciné dans le rapport de la vérificatrice générale, c'est que là, moi, c'est surtout les nouveautés. Le bureau d'enquête a fait tellement un bon travail que, puis à JE, puis tout, vous avez tellement travaillé là-dessus qu'on en savait déjà beaucoup. Mais là, non seulement la vérificatrice générale blâme directement et sévèrement la Ville de Montréal pour son manque de contrôle. Exact. Puis, commençons par ça. Déjà ça, c'est énorme, là, Félix. Ben, c'est ça. Alors, bon, quand un organisme est sous la houlette d'une ville, mais se dit indépendant de la ville, ce que le rapport de la vérificatrice générale vient dire, au fond, c'est que c'est pas parce qu'on s'est gardé une notion d'indépendance à l'OCPM, car on est un organisme de consultation publique, qu'il faut nécessairement échapper au contrôle de la ville-centre. Alors, c'est pour ça que la VG a blâmé la Ville de Montréal aussi, qui, au fond, n'a pas surveillé comment l'OCPM dépensait l'argent des contribuables. Donc, même la question de la gouvernance à l'OCPM, aucun cadre de gestion rigoureux, c'est la VG, pas de mécanisme de surveillance externe efficace, en fait, c'est pas compliqué. Ça reposait sur la présidence de l'OCPM. C'est tout. Alors, la personne qui dépense est chargée. Puis on l'a souligné à plus d'une reprise, Alexandre, notamment dans le cas de Guy Grenier. On a souligné que c'était Guy Grenier qui visait à approuver ses comptes de dépenses. C'est à lui qu'on posait des questions sur ses comptes de dépenses, sur ses voyages, mais c'est aussi celui qui était chargé à l'organisme de répondre à nos demandes d'accès à l'information. Tu vois le double rôle dans ça qui est incompatible avec la reddition de comptes aussi, n'est-ce pas? Ouais. Alors, il y a ça. Maintenant, il y a la question des voyages aussi. Parce que tout le monde a été un peu surpris de savoir que l'OCPM était finalement un organisme dont les principaux représentants triés sur le volet voyageaient beaucoup à l'international pour des missions de représentation, alors que leur mission première, c'est justement, comme son nom l'indique, de consulter les Montréalais sur les grands projets d'infrastructure, les grands projets de développement urbain. On n'a qu'à penser à la voie Camillien-Houde. Alors, ce que la VG dit, au fond, c'est que il n'y a pas beaucoup de pièces justificatives pour ces dépenses-là de voyage. Il y a une absence de rapport puis de reddition de compte sur qu'est-ce qu'on a fait en voyage, qu'est-ce que ça a apporté au fond à l'OCPM de voyager au Mozambique, de voyager à Paris, de voyager à Londres, de voyager au Brésil, et j'en passe. Alors, bon, il y a tout ça qui confirme également nos révélations en compagnie de Dominique Cambon-Goulet puis Annabelle Blais. Puis là, il y a la question des repas au restaurant. Bon, parlons plus précisément de la facture. Des dépenses dites controversées
parce qu'il y a un manque, et ça, je trouve que c'est là où la VG touche dans le mille. Il y a un manque de rationnel. C'est pas nécessairement la facture du souper, parce que un souper dans un restaurant où il y a une bouteille de 20 à 80 $, ben, c'est pas un scandale en Non. soi. Mais, Tu suis? mais, Ben justement, si ce souper-là ou cette réunion-là n'implique que toi, tu n'es pas là pour avancer, avancer, si l'on veut, je sais pas, moi, les débuts, les objectifs là, à terme de l'OCPM, c'est là que ça manque de rationnel. Tu vois, puis quand ça devient une habitude de toujours être chez Alexandre, chez Ferreira, puis dans d'autres restaurants, à d'autres bonnes tables de Montréal, c'est là où la VG dit que ça manque de rationnel. Alors, ben oui. c'est un peu ce qu'elle dit. Puis voilà. On ne peut que constater que ce que la VG dit est fidèle à ce que le Journal de Montréal puis l'émission JA disaient quelques mois plus tôt. Ouais, puis écoute, moi j'ai trouvé tellement cette enquête-là dévastatrice, là, puis dans le rapport, là, tout ce qu'on parle, comme tu le disais, juste sur la justification, puis même sur le processus d'embauche, là, quand ils cherchaient un commissaire, tu sais, la nécessité dans la recherche d'un commissaire de facturer 15 restaurants. 15 factures de resto parce que tu te cherches un commissaire. Je sais pas, moi, tous les jobs où je suis allé dans la vie, c'est drôle, là, peut-être que je suis pas assez prestigieux, on se comprend pour l'OCPM, mais on m'a pas amené au resto pour essayer de m'embaucher. J'ai fait une entrevue, comme à peu près tout le monde. Ça, tu t'es présenté dans un bureau, tu as répondu à des questions, un questionnaire. Oui, souvent, une entrevue d'embauche, c'est bien rare que ça se déroule au restaurant, en fait. Il y a aussi la question du déchiquetage, Alexandre. Je ne sais pas si tu as constaté ce que la VG a constaté elle aussi. Il y a tous les documents, au fond, qui concernent les dépenses effectuées par l'OCPM avant 2018 ont été retrouvés par le bureau de la VG dans une boîte destinée au déchiquetage à la fin du mois de janvier dernier. Tiens donc. Et pour la période comprenant la fourchette là, se situant entre 2014 puis 2017, la vérificatrice n'a pas trouvé la trace de 22% des comptes de frais qui ont été générés par les cartes de crédit de l'OCPM. Hein? Ben, ça aussi, dans la question de la reddition de comptes, c'est de ça dont on parle. Les contrats fractionnés aussi, parce qu'on se demandait, au fond, à l'OCPM, quel genre de contrat on octroie, puis à qui. On avait une liste de questions là-dessus. On n'a pas eu les réponses exactement que l'on désirait, mais la VG, elle, les a reçues. Alors, elle critique le processus d'octroi de contrat. Il y a une liste de contrats, au fond, qui ont été octroyés de gré à gré. Le gré à gré, tu sais, hein, c'est en bas d'un certain montant, c'est bien accepté, mais ça reste pas l'idéal. Sauf que là, la VG dit que ces contrats ont été octroyés de gré à gré, mais à un seul fournisseur qui avait le titre initial de coordonnateur de démarche sur 3 ans. Il a obtenu 13 contrats pour 229 000 $ ce fournisseur. Et selon les documents qui ont été obtenus, cette fois par notre bureau d'enquête avec la loi d'accès, il s'agit de qui? De l'ex-secrétaire général Guy Grenier. Alors, un nom qui revient souvent dans tout ça. Un nom qui revient souvent, ben oui. C'est fabuleux. Écoute, je suis presque triste, là, parce que je me dis que peut-être avec le rapport de la vérificatrice générale, c'est dans les dernières fois qu'on apprend des révélations sur l'OCPM. Puis tu vois, je suis presque déçu dans mon fort intérieur, honnêtement. J'adorais Félix. Chaque fois qu'il y a OCPM dans un titre, je suis comme, bon, quoi encore? Puis tu mets ça comme les feux de l'amour, Alexandre. Tu mets ça comme les feux de l'amour. Ouais, vraiment. Comme un bon soap américain. Absolument, puis mon soap vient de se terminer, puis ça me fait tellement de la peine. Félix, tu veux qu'on reparle aussi de cette altercation qu'il y a eu à Montréal-Nord? Encore une fois, un jeune qui se fait poignarder, donc une espèce de titre qui revient souvent, là, de la violence par arme blanche à Montréal. Mais là, c'est pour une raison complètement bidon, là. Ouais, une chicane impliquant un vélo pour un père de famille qui habite depuis 5 ans en face de l'école secondaire, que je vais te nommer dans 2 secondes. C'est pas la première fois, ça ne le surprend pas. Il dit, il y a toujours des jeunes ici qui se bagarrent, sauf que hier, ça a pris une tournure complètement différente. Il y a un adolescent de 17 ans qui a été poignardé dans le dos. Et puis le motif de cette altercation, c'est justement une chicane concernant une bicyclette. Ça s'est passé près de l'école Calixa-la-Vallée, sur l'avenue Pelletier, dans Montréal-Nord, en fin d'après-midi. Et puis, on traite ça, écoute, comme une tentative de meurtre à l'école secondaire. Quand même, hein? Ouais, fou. Oui, c'est ça. C'est la bagarre. En fait, au fond, ce qu'on comprend, c'est que
il y a une échauffourée à un moment donné, puis ça suit une bagarre qui s'ensuit, et c'est là où un des suspects va poignarder 7 adolescentes dans le dos, et le principal suspect de l'agression aurait seulement 12 ans, selon Maxime Delan. 12 ans? Qui en a publié les détails dans le Journal de Montréal. Il n'y avait aucune arrestation, toujours hier soir, en lien avec ce dossier. Alors ça, je croyais important de le mentionner aussi. Et en terminant, ben voilà, c'est que il y a peu d'autres choses à dire, sauf que de constater la violence inouïe dans une école secondaire. C'est quand on se poignarde, on est dans le continuum de la violence que l'on applique dans une école, probablement au pire. Après ça, il reste juste, ou presque, l'arme à feu. Ouais, ben, je suis content qu'on en parle, Félix, parce que toi qui est tellement au diapason de tout ce qui est là, enjeux criminels, violence comme ça qui se passe à Montréal et ailleurs, est-ce que ça t'inquiète de voir que la multiplication, on dirait, des armes blanches chez les jeunes, là, ça fait une couple de bagarres pour des niaiseries? Je pense à ce qui s'était passé sur le plateau Mont-Royal. Là, ça a l'air, c'était une histoire de cœur. Il y a 3 jeunes qui meurent, là, 3 décès, puis tout le monde se poignarde, puis entre eux s'entretuent. Tout le monde a des armes là-dedans pour aucune raison valide. Là, je veux dire, c'est un jeune de 12 ans. Là, ça, tu vois, je l'avais pas vu, ça. Tu me l'apprends. Qu'est-ce qu'un jeune de 12 ans fait avec un couteau? Je suis pas capable de comprendre. Ben non, j'admets que moi aussi, à cet âge-là, tu sais, la prolifération, comme tu l'indiques, des armes blanches, il n'y a pas vraiment de rapport de renseignement criminel ou de rapport policier là, qui en fait état de ça, de la disponibilité des armes blanches, parce que bon, je veux dire, c'est un couteau de cuisine, c'est une arme blanche, ça peut s'acheter à plusieurs endroits. Juste que avant de t'en parler, je passe en revue les derniers cas, justement. Effectivement, la bagarre sur le plateau Mont-Royal avec des coups de poignard. Il y avait aussi eu, à la même école l'an dernier, encore une fois, un jeune homme, cette fois pas un adolescent, mais devant l'école qui avait été poignardé. Alors, mais sur les chiffres, tu vois, peut-être que ça devrait être intégré au futur bilan, là, la façon dont les actes criminels ont été commis, c'est avec un objet contondant ou une arme à feu. Pour la statistique des balles tirées, on a le chiffre, mais pour ce qui est des armes blanches, non. Ouais, ça va être à surveiller parce qu'on dirait, je veux dire, des bagarres entre jeunes, ça arrive. Je suis pas fier de ça, mais moi, j'étais un ado, je me suis déjà battu, là, contre mon gré ou avec mon gré, dépendamment des moments. Mais je veux dire, à aucun moment, puis peut-être que j'ai un milieu qui est plus privilégié ou qui est moins vulnérable, mais à aucun moment j'ai eu peur que quelqu'un sorte un couteau dans une échauffourée puis mette un terme à ma vie ou me blesse gravement. Je veux dire, si c'est quelque chose qui ressort dans des bagarres entre jeunes, qui est un phénomène qui revient, qu'une personne quelque part ou plusieurs ont des armes blanches sur eux à ce moment-là, ben je trouve que ça devient autrement plus inquiétant, là. Oui, certainement. Ben oui, constate les policiers de Toronto, ont constaté les policiers de Toronto en 2019 qui ont fait part de leur constat aux policiers de la Sûreté du Québec et de Montréal un an plus tard. Il y a une question de phénomène nord-américain qui était d'abord vu particulièrement aux États-Unis, ensuite qui a fait le saut au nord de la frontière, qui a été remarqué à Toronto, puis ensuite remarqué à Montréal. Montréal est toujours touché, selon les policiers qui s'en étaient confessés à leur homologue de Montréal, à peu près 2 ans après les phénomènes qui se déroulent à Toronto. Tu vois, ça tient la route avec ce que l'actualité nous a donné là, comme nouvelle au cours des dernières années provenant de la Ville-Reine. Tu te rappelles des attaques, justement, à l'arme blanche, même là où c'était à l'arme point aussi, dans les centres d'achat, des agressions extrêmement gratuites impliquant des gens extrêmement jeunes. Ben, il semble là, qu'on soit devant ce même type de phénomène. Là, modus operandi ou type de phénomène là, pour ce qui est des crimes qui sont commis, en fait, dans cette catégorie-là. Félix Séguin, c'est toujours un plaisir là, de valider, vérifier un peu là, tous ces phénomènes criminels et autres avec toi. Merci d'avoir été là. Merci, au revoir. Salut. C'est ce qui met déjà un terme à cet épisode, en espérant qu'on vous ait enlevé un tout petit peu du cynisme ambiant. Comme je l'ai dit, ce sera notre mission pour la durée entière de cette émission et de ces épisodes estivaux. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute, peu importe où vous êtes. Encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. D'ailleurs, également, là, Bruno qui nous écrivait, je le rappelle, de Prague en attendant son train. On se retrouve dès le prochain épisode.